tuto pour BBDoc 14 qui n'a pas trop le temps parce qu'en ce moment il est au taquet. Apparemment il s'occupe, il est dans les hôpitaux, ou enfin il s'occupe des gens en ce moment. Il fait partie des soignants, donc je remercie tous les soignants et toi aussi BBDoc. Alors j'espère que ce petit tuto va te faire gagner du temps et puis que le moral est bon malgré ce métier difficile et cette période de Covid-19 un peu difficile pour tout le monde, je pense. Et j'ai l'impression aussi qu'il angoisse pas mal de gens. Et je veux bien le comprendre. Alors, moi depuis mon petit chez moi confiné, je vais donc essayer de vous aider à faire ce petit tuto qui concerne notamment le fait de pouvoir lancer des tâches automatisées, pour pouvoir synchroniser, notamment ici particulièrement synchroniser en ligne sur une Dropbox ou sur un Gmail via Aircloud. Mais vous pouvez faire d'autres choses. En fait, l'idée c'est que dès qu'un répertoire va avoir un nouveau fichier, ou un fichier supprimé, ou un fichier modifié, hop, automatiquement ça va être synchronisé en ligne. C'est l'idée. Alors après, l'idée est simple, et il y a des outils qui existent, et pour les mettre en place, en fin de compte, c'est un peu plus que du niveau de débutant. Mais au niveau d'idée, vous allez voir, c'est très simple. Donc l'outil de synchronisation c'est Aircloud, j'ai déjà fait une vidéo sur Aircloud. Il faut donc que vous vérifiez que vous avez bien sur votre ordinateur Aircloud d'installer. Alors ici moi j'ai Arco Linux en machine virtuelle, il y a déjà l'application YAI qui s'occupe de tous les répertoires officiels d'Arch Linux, mais aussi des répertoires AUR. Et donc la commande QS c'est pour voir si elle est installée sur votre ordinateur. La commande avec grand S, S majuscule, c'est pour voir ce qu'il existe en ligne, et il vous dit aussi sur votre ordinateur si installé. Et si vous deviez l'installer, vous mettrez juste grand S, et éventuellement en updatant le système YQ. Yes for update. Voilà. Ok. Donc il faut qu'il y ait Aircloud et il faut qu'il y ait aussi Incron. Parce que c'est l'outil Incron qui va vous permettre de détecter un changement dans un répertoire en fonction des commandes que vous allez lui passer, de là ou des commandes que vous allez lui passer, et qui va lever des événements et qui va réagir à ces événements en appelant une commande ou un fichier, enfin ce que vous lui dites d'appeler en fin de compte. Donc il faut que Incron soit installé. Une fois que vous avez donc installé Incron sur votre distribution, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir aussi après coup la paramétrer pour que ça fonctionne. Parce que ce n'est pas parce qu'elle est installée qu'elle va fonctionner. Ça c'est aussi la chose qu'il faut savoir. Donc là en même temps je mets en parallèle la documentation et mon Dropbox que j'ai créé à l'occasion de ce tuto. Donc ici j'ai la documentation sur Arch Linux officielle, et puis j'ai aussi trouvé une petite doc en français. Vous allez voir, la doc ne dit pas tout. Les docs ne disent pas tout, les tutos ne disent pas tout. Il y a des choses qu'il faut à défaut de les comprendre, étant un expert d'administration Linux ou informatique en général, à défaut de le comprendre, il faut qu'on vous l'apprenne. Donc je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, c'est des petits trucs qu'on ne sait pas dès la naissance, quoi. Voilà. Donc, ok, Incron va détecter un événement sur un répertoire d'écriture ou de suppression ou de modification, et il va appeler une commande. Donc pour ça, il faut qu'Incron soit installé. Donc Incron, l'application est installée. Après, il faut démarrer un service, daemon. C'est pas un démon en fait, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, c'est un service daemon. Il faut démarrer un service en tâche de fond sur systemd qui va permettre à Incron D de pouvoir surveiller justement ce que vous lui demandez de surveiller. Donc pour pouvoir faire cela, il y a deux choses. Déjà, il faut qu'il puisse reconnaître quels sont les utilisateurs qui peuvent lire une table d'événements Incron. Parce que Incron va lire une table et va exécuter les instructions de la table, et notamment donc les répertoires surveillés qui seront dans cette table avec les événements à surveiller du chemin en question et la commande à envoyer. Donc pour ce faire, il faut déjà commencer par user, c'est votre utilisateur. Vous allez aller dans le super utilisateur. Alors
en partant de votre utilisateur pour aller dans le super utilisateur, vous faites SU et vous rentrez le mot de passe du super utilisateur et vous arrivez, vous vous loguez en route, en super user. Depuis route, vous avez donc accès au répertoire /etc en lecture, en écriture, ce que vous voulez. Et à partir de là, donc vous pouvez faire un écho $user. Il se rappelle que $user, c'est bien Jérôme. Si vous vous étiez logué avec su-espace route, et bien ce serait le $user serait route. Vous voyez, si j'avais fait su-route, là c'est plus pareil. Echo $user, maintenant c'est route. Donc je me mets en super utilisateur, mais mes variables d'environnement restent inchangées. C'est la subtilité. Donc je fais un echo $user et grâce au pipe, ce qu'on appelle un pipe sur une administration Linux, une barre verticale droite, c'est Alt graphique 6 pour la sortir sur le clavier AZERTY. Et donc une fois que j'ai sorti l'utilisateur, au lieu de le sortir sur le graphique, hop, je l'envoie derrière le pipe à une autre commande. Et cette commande, ça va être de dire rajoute-moi à la fin T, rajoute-moi en queue, c'est l'anglais de T, c'est l'application T, rajoute-moi en queue du fichier qui se trouve dans etc incron.allo. Et donc il va envoyer en incron.allo, et donc quand je lui demande de lire ce fichier, une fois que j'ai fait ça, on voit bien que dedans il y a la liste des utilisateurs que j'ai ajoutés, en l'occurrence Jérôme. Une fois que je fais ça, je peux rester encore là-dedans et je peux lui demander à systemd via la commande systemctl pour system control, systemctl. Systemd c'est tout, systemd c'est l'application au démarrage qui est démarrée, qui vous envoie tous les services en parallèle qui vous permettent d'afficher votre bureau graphique, d'envoyer des mails, d'échanger des fichiers SSH ou de SSHFS ou d'avoir une connexion SSH, enfin tous les services qui tournent en parallèle, il y en a beaucoup, on va voir tout à l'heure, qui vous permettent de pouvoir faire des choses. Et notamment Incron pour fonctionner doit bien avoir un service qui permet de surveiller les événements. Donc ce service, il faut déjà la première fois l'enable, l'initier, lui dire ok, quand tu vas démarrer l'ordinateur, celui-là tu le lances. Et le nom du service, incron d pour daemon, et je vais lui dire aussi de le démarrer maintenant, et je fais la commande no. Sinon je devrais faire enable et après start. Ok, donc moi j'ai déjà fait, il est déjà démarré d'origine au départ, et je peux vérifier que c'est bien le cas qui fonctionne avec la commande statut de system control. Et là on voit bien, alors pour quitter CQ, on voit bien qu'il est chargé, loaded, et il est actif. Running en vert, vous voyez. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Une fois que ça c'est fait, je peux quitter le super utilisateur et revenir donc à mon émulateur de terminal sur mon utilisateur logué, à mon bureau. À partir de ce moment-là, il faut que j'édite la table de cron grâce à la commande incron tab. N'hésitez pas à utiliser la page de manuel pour pouvoir lire ce que vous avez le droit de faire avec les commandes. C'est en anglais, il est possible d'en charger en français mais pas l'intégralité. Mais bon, l'anglais, c'est de l'anglais rudimentaire, je pense que vous n'aurez pas trop de mal. Pour ceux qui ne sont pas anglophones. Pour les autres, vous arriverez bien mieux que moi de fait. Alors, incron tab est la commande E. Elle, ça vous permet de lister ce qui existe déjà dedans. Donc vous, au début, il n'y aura rien. Et incron tab E, ça vous permet de l'éditer. L'éditer, mais l'éditer comment, avec quoi? Avec un éditeur. Cet éditeur, c'est celui qui est appelé et qui se trouve dans votre variable d'environnement editor. Donc echo $editor, et on voit, pour moi c'est Vim. Pour vous, ça pourrait être autre chose. Si vous voulez en changer, vous pouvez faire export la variable d'environnement dans laquelle vous voulez changer la valeur, et vous pouvez mettre par exemple nano, si vous voulez que ce soit avec nano. Moi je veux Vim. J'aime bien Vim, ça va plus vite. Ok? Donc voilà, donc maintenant quand vous allez faire incron tab E, il va vous l'ouvrir avec cet éditeur qui se trouve dans la variable d'environnement editor. Donc moi avec Vim. Et donc ici on voit bien, si vous voulez, que j'ai qu'une ligne, la ligne 1. Là il affiche deux lignes parce qu'il y a un retour à ligne, mais c'est pas un retour à ligne, en fait c'est qu'une seule ligne.
il n'y a qu'une seule ligne. Si j'essaie de descendre, là je peux pas parce que j'ai qu'une seule ligne. Si je rajoute des lignes, vous voyez bien, ok, j'ai qu'une seule ligne. Okay. Dans cette ligne, qu'est-ce que j'ai? Bah, comme il nous explique ici dans le manuel d'Incron, peut-être celui qui est en français, c'est pas mal. Eh bien, il faut que je mette un chemin, un type d'événement et une commande à exécuter. Donc le chemin, ben, moi j'ai choisi, c'était homme Jérôme image, vous mettrez ce que vous voudrez. Les événements, alors ça c'est un peu particulier, ça c'est la partie particulière. Si vous mettez, comme j'ai vu BBDoc mettre in all events, en fait qu'est-ce qui va se passer? Ici il est là, voilà, in all events, combinaison de tout ce qui précède. Mais en fait ça veut dire que la commande va être exécutée, si vous enregistrez deux fichiers, il va être exécuté deux fois. Mais si vous enregistrez deux fichiers et que vous en écrasez un autre par la même occasion, il va être exécuté trois fois, peut-être même 4 ou 5. Ça dépend aussi. Si vous le faites depuis la ligne de commande, et vous voyez précisément ce que vous allez faire autant de fois que les événements seront détectés. Et si vous le faites depuis un gestionnaire de fichiers, suivant comment le gestionnaire de fichiers a été codé, et ben des fois il y a des redondances qui se font, ou alors pour supprimer un fichier, au lieu de le supprimer, il le déplace à la corbeille, etc. etc. Parce que généralement, dans un gestionnaire de fichiers comme Qtark ou comme Tunark, quand vous le supprimez, il l'envoie à la corbeille. Et donc, en fait, il ne le supprime pas. Donc, in delete, il ne sera pas détecté. Et in all events, eh ben, il va détecter plusieurs événements à la fois, donc il va lever plusieurs... et comme ça peut aller loin. Donc, en fait, vous pouvez vite être saturé. Donc, ici, j'ai mis in modify, in create, in moved from. In moved from, c'est-à-dire qu'il a été déplacé, quoi. Qui a été déplacé depuis cet endroit. Et vous allez voir pourquoi. Et donc, au final, j'aurai quand même par moment plusieurs événements qui vont se lever. Donc, au lieu d'envoyer la commande rclone ici, ça, je risque, si je mets la commande rclone ici, je risque, si je copie plusieurs fichiers en même temps, je copie 10 fichiers en même temps. Ou un répertoire avec 100 fichiers. Mais je vais avoir 100 fois multiplié peut-être par 2 ou 3, vu les événements qui vont être corroborés par le gestionnaire de fichiers, puisque je ne l'aurai pas fait en ligne de commande. Donc, peut-être 300 rclone qui vont démarrer en même temps. L'ordinateur va pas aimer, et puis après au niveau de l'accès réseau ça va être mort pendant un petit moment et je vais devoir tuer le processus. Donc il faut gérer ces événements. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un fichier de script et de gérer ça via le script directement. Et au lieu d'envoyer une commande qui va appeler le fichier script, le mieux encore c'est de rendre ce fichier exécutable et d'indiquer dans le fichier, dans ce fichier exécutable, lui indiquer lui-même quel interpréteur de script il doit appeler. Ok, donc escape 2.q pour quitter Vim. Il me dit que j'ai pas enregistré des modifications que j'ai fait, je lui dis de passer outre avec le point d'exclamation. Ok, donc maintenant, à partir de là, on va aller, donc là je vous montre déjà ce que j'ai ici, et je vais ouvrir un gestionnaire de fichiers pour vous montrer un petit peu les images qui correspondent à ce que j'ai sur le réseau, sur la Dropbox. Voilà. Ok. Donc pour pouvoir voir ce qui se passe en arrière-fond, je lance la commande htop. Alors htop, ça permet de voir tous les processus qui sont lancés sur l'ordinateur. Et avec la touche F4 de htop, on voit en bas, c'est marqué en bas F4 filter. Avec la commande F4 de htop, je vais lui demander de filtrer rclone. Donc je tape F4, rclone entrée. Et donc là, quand rclone va être démarré, je vais voir ce qui se passe. En parallèle, ici, on voit mes fichiers sur le Dropbox et mes fichiers ici qui sont synchronisés. Donc pour donner un exemple, admettons que je supprime ici une photo. On voit qu'il y a un message qui apparaît, rclone qui démarre, la photo qui est supprimée, rclone vient de terminer, un message a été envoyé pour dire que ça a été traité. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, l'arborescence à partir de mon home, de mon fichier home, c'est celle-ci. J'ai créé donc, j'ai mon répertoire d'images qui est écouté par Incron. Incron tab L me montre ce que c'est, voilà. Et quand il y a un fichier qui est modifié ou qui est créé ou qui est déplacé, que ce soit pour être supprimé ou déplacé pour aller à la corbeille,
un événement est levé et un fichier script est appelé. Ce fichier script, quand je vais me déplacer à l'endroit où se trouve ce fichier script, fichier script est exécutable. Pour le rendre exécutable, à partir du moment où on l'a créé, il faut faire la commande chmod 755 et le nom du fichier pour le rendre exécutable. On voit qu'il est exécutable parce que ici il y a RWX, il y a des X. Le X c'est exécutable. X pour l'utilisateur, X pour le groupe et X pour les autres. Donc ça, si vous voulez comprendre ce que c'est, que vous avez un doute, c'est la gestion des utilisateurs et des permissions, utilisateurs, groupes et autres, pour les fichiers Linux, sachant que tous les fichiers, un répertoire c'est un fichier aussi. Voilà, donc à partir de là, c'est ce script qui va gérer les appels. Parce que quand je vais modifier ou créer ou déplacer ou modifier un fichier, il va y avoir peut-être plusieurs appels qui vont être faits et non pas un seul. Du fait que par exemple par un gestionnaire de fichiers, c'est pas aussi simple que si vous faisiez depuis la ligne de commande, et des fois ils font plusieurs opérations. Par exemple supprimer, on dira pourquoi tu n'as pas mis inDelete, parce que supprimer depuis le gestionnaire de fichiers, c'est pas supprimer mais c'est déplacer vers la corbeille. Donc ça, inDelete ne fonctionnera pas avec un gestionnaire de fichiers graphique. Il fonctionnera que quand je fais la commande RM sur la console. Donc c'est pour ça inMoveFrom. Et si je mettais inAllEvents, j'aurais 36 000 appels d'événements, sachant que quand des événements multiples vont être reconnus, et je vais faire 36 000 appels. Si je mettais la commande rclone à la place du fichier, j'aurais 36 000. Si je déplace 10 fichiers d'un coup, je vais avoir énormément d'appels de rclone en même temps, et le processeur va être full, le réseau va être full occupé, la mémoire vive va être remplie, et ça va pas bien fonctionner. Donc, d'où le fait de créer un script et de gérer ça avec le script. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, et en même temps aussi dans l'arborescence j'ai créé un répertoire log. Donc pour créer un répertoire, c'est la commande mkdir et le nom du répertoire que vous voulez en déplacement absolu, donc en commençant par le route plus une route, ou en déplacement relatif, on appelle ça. Voilà, mkdir log. Si je veux créer plusieurs répertoires imbriqués en même temps, je fais la commande P pour créer ces commandes. Pour créer si je mettais pas P là et que les répertoires n'existaient pas, ça ferait une erreur. Avec P, je crée tous les répertoires qui n'existent pas en une seule fois. Voilà, donc là maintenant je vais aller dans le répertoire de mes logs. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un fichier log qui est généré qui contient tous les logs. Ligne qui contient tous les logs qui ont été faits. Alors, ces logs là, je peux les générer si je fais une commande rclone 5. Bien évidemment, votre rclone est configuré. Je vais vous montrer. Vous avez bien évidemment configuré une télécommande. Moi, j'ai configuré une commande Dropbox Jerome connectée à Dropbox. Je vous montre pas comment on fait, je vous engage à aller voir, je vous suggère d'aller voir plutôt la vidéo sur rclone, la mienne ou une autre, qui explique comment configurer, c'est très simple, ou peut-être un tuto en ligne aussi. Donc, si je fais rclone 5 et que je mets l'option grand P, donc la source et la destination, alors Dropbox Jerome, ouais. Dropbox Jerome, ma télécommande c'est Dropbox Jerome et le répertoire c'est Pictures sur ma Dropbox. Il va me montrer ce qu'il fait. Donc là en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait juste vérifier ce qu'il y avait, tout est déjà synchronisé, donc il a pris 0 secondes, 5 sur 5, ok, tout est bon. Et donc cette sortie là de log, c'est les sorties de log, au lieu de la sortir sur le terminal, je les réoriente avec des options vers un fichier, vers ce fameux fichier log que j'ai créé ici. Voilà. Ok. Donc, grâce à ce script, voilà comment ça se passe. Bon, le problème alors, la première chose qu'on fait dans un script bash,
c'est quand on le rend exécutable, il va s'exécuter par lui-même, mais il faut qu'il sache quelle est l'application qu'il va appeler pour pouvoir s'auto-exécuter, pour pouvoir s'exécuter. Et ça, c'est la première ligne, ce qu'on appelle le shebang. Et cette première ligne, donc il faut mettre le dièse et le point d'exclamation suivi d'un espace et l'endroit où se trouve l'application à exécuter automatiquement. Donc Bash va savoir qu'il va exécuter ce fichier et l'interpréter comme des commandes qu'il doit exécuter. Ensuite, tout ce qui commence par dièse espace, ou dièse et pas le point d'exclamation, ce sont des commentaires. Donc ça n'a de valeur qu'informative pour celui qui lit le script. Donc ce script que j'ai créé, le premier problème qu'on va avoir, c'est que Incron va lever des appels à ce script autant de fois qu'il va saisir des événements. C'est-à-dire que pour un fichier copié, il pourra saisir 2 événements. Un fichier modifié, on pourra en saisir plusieurs puisqu'il aura ouvert, donc c'est un événement d'ouverture. S'il est écouté, si vous mettez in all events, il va écouter l'événement, donc il va y avoir un premier appel du fait que vous l'ouvrez, un premier appel du fait que vous le modifiez, un premier appel du fait qu'il est fermé, etc., etc. Donc en fait, vous allez générer plein d'événements, et si vous faites plusieurs fichiers en même temps, voilà, c'est le chaos. Donc pour pouvoir gérer ça, ça s'appelle une race condition. Pour pouvoir gérer ça, il faut bloquer quand le script est exécuté, il faut lui dire de s'arrêter à un moment donné et de rien faire s'il y a déjà un autre script qui est en parallèle qui fonctionne. Donc ça, c'est l'intérêt de cette première ligne grâce à la commande flock. Donc, la page de manuel de flock. Flock est installé par défaut dans toutes les distributions, il me semble, et même Unix et Linux. Et voilà, ça permet de fermer, de mettre un verrou sur un script shell. Depuis un script shell. Donc un verrou sur un script ou un verrou sur un fichier ou créer un fichier dédié à faire un verrou. Voilà. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Moi j'ai utilisé simplement la manière qui était indiquée ici. Vous voyez ? Donc c'est très bien expliqué là en anglais. Pour pouvoir donc lui dire voilà, s'il y a un autre script ici à la page, à la ligne 5, pour lui dire voilà, s'il y a un autre script en parallèle qui est démarré, eh bien tu t'arrêtes. Voilà. Par contre, sinon, eh bien, tu continues. Tu exécutes le restant du script. Sinon tu t'arrêtes. Voilà, tout simplement. Donc on ne peut pas faire d'appel consécutif. Alors on peut gérer les options et dire attends qu'un processus est arrêté. Mais si je fais ça, je vais avoir plein de processus à la queue qui s'attendent et qui s'exécutent les uns à les autres en série. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut parce que sinon on va faire 36 000 fois la même chose. C'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien. Donc il y en a un appel minimum aux commandes. Ensuite, j'ai mis dans une variable logfile le chemin de mon fichier log. Alors $home, c'est une variable d'environnement qui représente le répertoire utilisateur. C'est ce qu'on voit quand on est ici, quand on est dans $home, echo $home. Voilà, c'est mon répertoire. PWD, c'est mon répertoire où je me trouve, et $home, c'est le répertoire utilisateur de l'utilisateur logué, qu'on peut voir quand on va dans ce fichier. Si je vais à la ligne de Jérôme, voilà, ici, on voit que ce répertoire utilisateur est défini ici. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc $home, et puis derrière, eh ben, l'endroit où se trouve le fichier. Donc ça, je le mets dans une petite boîte, logfile, dans une variable. Ensuite, je crée ici 1, 2, 3, 4 fonctions. Je ne vais pas me servir de toutes les fonctions, mais j'en ai créé une pour vous si vous voulez d'autres options. Donc la première fonction, c'est une boîte dans laquelle il va y avoir des choses à faire. Et en fait ici, il n'y a qu'une chose à faire dans cette fonction qui s'appelle 5 Dropbox, c'est d'envoyer la commande rclone. Alors ce caractère ici qui est à la fin des lignes, ça veut dire la ligne n'est pas finie. À la ligne, je continue, c'est comme si c'était derrière. C'est comme si c'était pas fini. C'est-à-dire que là, la commande ne s'exécute pas encore. Il lit encore ce qu'il y a derrière, il la chaîne. Il lit encore ce qu'il y a derrière, il chaîne, etc. Pour que ce soit plus visible. Je pourrais écrire tout sur la même ligne, mais ce serait bien moins visible. Donc en fait, je sépare les éléments de manière à rendre mon code un peu plus lisible. Et donc en l'occurrence, j'utilise l'option de rclone logfile pour indiquer dans quel fichier envoyer les logs, et je lui dis de me mettre un niveau de log info. Il y a plusieurs niveaux de log.
ici sur la page de Dropbox c'est indiqué les log level et il y a le niveau debug, info, notice, error. Par définition, c'est notice qui est envoyé. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je lui dis donc de synchroniser la source avec Dropbox, là où j'écoute. Ça, c'est pour envoyer ma commande pour que mon script soit plus lisible. Ensuite, j'ai fait send message. Pour pouvoir envoyer un message en haut, j'utilise notify send, la commande notify send, avec une option de temps, par exemple 2 secondes, le titre et le contenu du message. Et on voit ici que ça s'affiche en haut à droite. Voilà. Pour pouvoir faire ça, sur votre bureau, moi j'ai XFCE4 ici. Donc sur XFCE4, pour que le bus de message puisse accéder aux notifications, ici il y a des paramètres qu'on peut changer via cette fenêtre, j'ai dû lui dire dans les applications utilisables, Notify Send, j'ai dû l'enable, parce qu'il était disable, j'ai dû l'activer, il était désactivé. Voilà. Donc peut-être que vous, si vous avez XFCE, vous ferez la même chose. Si vous avez un autre bureau, certainement qu'il faudra passer par une autre application. Je vous laisse chercher. Ça peut faire, chaque chose peut faire l'objet d'une vidéo en fait. Donc j'essaie d'aller un peu plus rapidement. Et si vous avez des questions sur un sujet particulier, vous me poserez. Ensuite, donc je lui dis ici Notify Send. Mais pour que ça puisse fonctionner depuis ce script, en fait, ce script, il est exécuté depuis le cron tab, mais donc depuis le service incron daemon, incron-d, le service qu'on avait démarré et qui démarre tout seul au démarrage. Et donc ce service, c'est le super utilisateur qui le démarre. Donc le super utilisateur ne pourra pas envoyer de message aussi simplement. Il faudra qu'il s'authentifie grâce à la commande sudo par l'utilisateur Jérôme. Il fait comme si c'était l'utilisateur Jérôme qui va démarrer, et avec une variable display 2.0, c'est mon moniteur. Si vous avez plusieurs moniteurs, peut-être ce sera 2.0.1 ou 2.0.0, et puis je lui dis de passer le message sur ce bus. Donc pour passer le message sur le bus run user 1000, c'est le user ID de Jérôme, bus, il faut que je le charge dans cette variable dbus session bus address. Voilà, et c'est un fichier spécial, c'est un Unix path qui va permettre justement de passer, de lui dire de passer le message via ce truc. Donc la sortie de Notify Send va passer via cette variable dans le bus de données sur le moniteur 0, et c'est l'utilisateur Jérôme, c'est comme si c'était l'utilisateur Jérôme qui renvoie. Du fait, ça va fonctionner. Ensuite, ici, j'ai deux autres fonctions qui vont permettre pour les logs de faire en sorte que les logs ne soient pas trop longs. Un qui va permettre de faire un log qui ne dépasse pas X lignes. Par exemple, ici, si je dévalidais ici, ce serait 100 lignes. Ou alors que les logs qui concernent la journée. Voilà, c'est-à-dire que tous les logs plus vieux d'un jour, eh ben, ils seront effacés. Ceci pour éviter d'avoir des fichiers log qui, en grossissant, peuvent faire des mégas et des mégaoctets. Alors à vous, après, vous pourrez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et vous pourrez éventuellement aussi changer quelques paramètres. Et donc, réellement, le script, l'exécution des fonctions du script commence à la ligne 38, puisque les fonctions sont chargées, les variables sont chargées, et puis derrière la ligne 5, s'il n'y a pas d'autre script qui est en train de marcher, et ben hop, il va exécuter la première commande ici, send message. Donc send message, c'est cette fonction, et je lui envoie comme paramètre une phrase. Et donc ici, je lui dis de passer tous les arguments, $, et tous les arguments qui sont passés à send message. Parce que le fait que je mette ici un retour chariot, la TGAN c'est un retour chariot dans le script, c'est comme si je coupais l'argument en deux, c'est comme s'il y avait deux arguments au lieu d'un. Et donc je ne peux pas envoyer cette commande avec une infinité d'arguments. Donc il faut que je recrée une chaîne de caractères qui regroupe en série tous ces arguments comme si c'en était qu'un. Donc c'est ce qui explique ce qu'il y a ici. Là. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai envoyé le message comme quoi le script est bien exécuté, je vais faire un test avec if, else et fi. Donc si une condition, il va faire tout ce qui est en dessous. Sinon, il va faire autre chose. Donc si ces conditions ne fonctionnent pas, il va envoyer le message comme quoi il y a eu un problème. Mais si ça fonctionne,
eh bien, alors, qu'est-ce qui va fonctionner? Alors, déjà, il y a le test se sépare en deux. Ce qui est entre les doubles crochets et ce qu'il y a après et c'est un lien logique AND. Donc, je ne sais pas si vous avez appris les portes logiques et ou. Voilà, donc ça c'est un lien et. Et donc il va exécuter ça. Si ça fonctionne, si ça c'est vrai, si ça c'est validé comme étant vrai, il va faire ça. Sinon, il va s'arrêter là. Et c'est la valeur de ces deux conditions, donc ça c'est vrai et ça c'est vrai, qui fait que ça va s'exécuter. Si l'un des deux est faux, on va passer ici. Donc la première valeur, c'est une valeur de test bash. Le "-z" va vérifier que c'est vide. Et donc j'envoie la commande, le résultat de la commande pgrep. Si par exemple je fais un ls comme ça, et que derrière je fais un grep, et par exemple je vais mettre M majuscule, il va me sortir que ce qui contient un M majuscule dans les occurrences. Et pgrep c'est comme grep mais pour les process. C'est un grep spécifique pour les process. Voilà. Donc je lui dis pgrep, c'est-à-dire qu'en fait je lui dis voilà, saisis, donne-moi le résultat, est-ce qu'il existe une commande rclone en cours? Donc si c'est vide, c'est OK, il n'y a pas de commande rclone en cours. S'il y a une commande rclone en cours, c'est pas vide. Et si c'est pas vide, la condition est fausse. La condition n'est vraie que si, à cause du "-z", si le retour est vide. Donc s'il n'y a pas, alors ça veut dire que si, d'une part, il n'y a pas de rclone qui est en train de tourner, et qu'il y a un retour positif de cette commande, alors tu fais ça. Et là, retour de cette commande, ici, cette commande c'est une fonction, c'est cette fonction Dropbox, c'est le rclone. Donc il va exécuter rclone, la synchronisation, ici, ce qu'il y a dedans, il va synchroniser, et tant que c'est pas fini, il va attendre. Et quand c'est fini, s'il n'y a pas d'erreur, il va renvoyer une valeur 0, et donc pour bash, la valeur 0, c'est true, c'est vrai, c'est positif, ça veut dire que c'est bon. Et donc si c'est bon, si ça c'est bon, et donc si ça se fait, c'est que ça avant ça a été bon, et si donc les deux sont bons, hop, il va passer ici, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore exécuter une synchronisation. Alors pourquoi? Il va réexécuter la synchronisation simplement parce que pendant que le script est en train de passer, s'il y a beaucoup de fichiers, on pourrait par exemple en supprimer d'autres. Ah tiens, j'ai copié ça, ah zut. Et puis la synchronisation va prendre un quart d'heure, et pendant ce quart d'heure, on va se dire, ah non, mais en fait, ça c'est pas bon, je veux le supprimer, je veux le mettre là, ou on va faire autre chose. Et ça va passer inaperçu, et donc on croira qu'on aura synchronisé, en fait on n'aura pas synchronisé, si ça a déjà été synchronisé avant, ça ne sera pas pris en compte. Donc on va rechecker, on va refaire une synchronisation. S'il n'y a rien qui a été fait, ça va prendre 3 secondes, et tant mieux. Et si des choses ont été faites dès lors, eh ben, il va remettre à jour quand même, et donc on ne va pas rater une action qui aura été faite en l'occurrence pendant la synchronisation. Et une fois que donc c'est terminé complètement, il va envoyer le message comme quoi c'est fait. Et il va sortir ici du condition de test, puisqu'il ne va pas exécuter ce qu'il y a derrière, il n'exécute que ce qui est ici si ces deux valeurs sont bonnes. Et enfin, après, il va exécuter, donc ça ici c'est mis en commentaire, mais vous pouvez le décommenter. Si vous le décommentez, il exécutera ici, et ici vous pouvez le commenter, d'accord? Sinon, il ne va pas exécuter ce qui est commenté, il va exécuter ce qui n'est pas commenté. Log only thisday. Alors log only thisday, c'est cette fonction qui est ici, entre la ligne 31 et la ligne 35, qui est définie la ligne 32, 33, 34, il va exécuter ces actions. Et il va passer en paramètre le log file, c'est-à-dire le contenu de ce tiroir, log file. Et donc, de quoi il s'agit? Donc, je vais créer un tiroir qui s'appelle thisday, et je vais mettre dans une chaîne de caractères le résultant de la commande date, avec un format. Si vous regardez le date, on peut lui demander de retourner la date avec un format prédéfini, avec les valeurs ici de format. Donc date avec plus, donc pour lui redonner un format, et par exemple l'année, uniquement l'année. Donc il renvoie la date que de l'année. Si je veux lui passer l'année et le mois, voilà, ou l'année et le mois comme ça, voilà, vous voyez. Donc là en fait je lui dis crée-moi une chaîne de caractères dans laquelle tu me renvoies la date sous ce format. Ensuite je lui demande un autre tiroir dans lequel je vais stocker une commande, une chaîne de caractères qui est la résultante d'une commande awk. Alors awk, c'est un logiciel, un vieux logiciel qui est très efficace, qui permet notamment de traiter des contenus de fichiers, de filtrer des choses, de sortir, d'extraire d'un fichier un contenu, un fichier texte.
un contenu en suivant un protocole, un code. Alors il a son propre code évidemment. Donc là j'envoie la commande awk et je lui passe une variable que j'appelle, donc je lui passe une variable du shell, du script, que je vais mettre dans td. Donc je lui dis passe-moi la variable que tu appelles td dans laquelle tu mets $thisday, donc exactement le retour de la date formatée. Et puis ensuite, après, entre les guillemets simples ici et ici, je fais exécuter le code de awk. Ce code-là, je l'ai mis entre guillemets, j'aurais pu lui demander d'exécuter un code depuis un fichier, j'aurais pu créer un fichier et mettre ce code à l'intérieur. Mais comme il est tout petit, je peux l'exécuter directement comme ça. Et en fait, après, je vais lui dire de faire ça dans quoi? Dans le fichier qui se trouve de $1. $1, c'est le contenu du premier argument passé de la fonction. Voilà. Et ce code-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon alors, le premier, alors, awk, il faut savoir, quand on fait awk sur un fichier, il va générer il va prendre chaque ligne pour lui c'est un enregistrement, un record, et dans chaque enregistrement, il va traiter des choses en les séparant par des champs, de fields. Et donc, chaque ligne, c'est un record parce que c'est séparé par un retour chariot. Mais on peut lui dire de le séparer autrement et donc ce sera plus des lignes. Voilà. Mais par défaut, pour lui un enregistrement c'est une ligne dans le fichier. Et une field par défaut, c'est chaque chose qui est séparée par un espace. Vous pourriez définir une field séparée par une virgule par exemple. Mais par défaut c'est par un espace. Et donc ce que je lui dis ici, je lui dis compare-moi. Alors là, le $0 c'est l'ensemble du record, c'est toute la ligne. Et $1 c'est le premier champ. Donc s'il y a plusieurs mots, par exemple, si je fais vim le fichier log, dans la première ligne c'est le premier record, deuxième liste, deuxième record, le premier champ ce sera 2020 03 2009, il y a un espace, deuxième champ, ce qu'il y a là, un espace, troisième champ, ce qu'il y a là, etc., etc. Et donc je vais lui dire, prends-moi le premier champ, donc la date en fait sur cette ligne, mais ici ce serait transferred, et compare-le à la variable td. Et si c'est la même, eh ben exécute ce qu'il y a ici, c'est-à-dire une variable p, je définis une variable p, je lui dis passe-moi nr. Alors nr c'est un peu particulier, nr c'est le number record, c'est-à-dire le numéro du record. Et en l'occurrence ici les records par défaut c'est les lignes, donc le numéro de la ligne. Donc si tu reconnais la variable, passe-moi le numéro de la ligne et sort. Et à la fin, à chaque fois quoi qu'il se passe, à la fin, il va faire ça, ce qui est entre crochets. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher p si p existe. Sinon, il affiche 1. De manière à ce que si je n'ai pas d'occurrence de cette date, il m'affiche quand même la première ligne. Ça veut dire qu'il n'y a rien à enlever et que donc il faut que je garde au moins la première ligne. Depuis le fichier donc passé en paramètres. Et après je lui dis envoyer une autre commande qui s'appelle tail. Et tail en fait c'est une commande qui va afficher les dernières lignes depuis le numéro de ligne ou alors tail sans option ça va afficher les 10 dernières lignes du fichier, et tail avec l'option n ça va afficher les x dernières lignes qu'il y a derrière n. Par exemple si je mets tail-n espace 20 ça va afficher les 20 dernières lignes, mais si je mets plus et un numéro ça va m'afficher toutes les lignes depuis la ligne numéro temps. Vous voyez, par exemple là je vais afficher le numéro de ligne dans l'éditeur Vim, et si je mets tail n espace plus 26, il va m'afficher la ligne 26 et tout ce qu'il y a derrière. Si je mets tail n sans le plus et 26, il va m'afficher les 26 dernières lignes, ce qui n'est pas pareil. Ok, depuis le fichier donc de log, le paramètre $1, c'est le paramètre que j'ai passé à la fonction, et après je vais l'envoyer, le résultant de ça, je vais l'envoyer dans un fichier temporaire. Tout ce qui est dans /tmp ce sont des fichiers temporaires, quand vous redemeurez à l'ordinateur il n'existe plus. Tout ce qui est dans tmp c'est des fichiers créés au démarrage, des fichiers temporaires. Et donc si tout ça, ça fonctionne, si c'est pas vide, donc il va aussi déplacer le fichier temporaire dans le fichier de log. Voilà comment ça fonctionne. Donc à partir de ça, vous savez tout. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, posez-les. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais refaire une petite vidéo pour vous expliquer comment accéder à ce fichier. Je vais le mettre sous un serveur Git, un serveur de version, pour que vous puissiez accéder à ce fichier facilement, et aussi pour que, pourquoi pas, vous puissiez vous-même mettre des fichiers en ligne, partager avec des gens, travailler sur un projet. C'est pas forcément que en programmation, ça peut être aussi dans d'autres activités où on doit partager du texte et collaborer à plusieurs sur du texte, faire des versions de texte différents. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo, et vous pourrez récupérer ce code.
Si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas envie de vous taper à retranscrire depuis une vidéo toutes ces lignes, parce que ça peut être après tout un peu compliqué. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et que vous avez pu comprendre. C'est pas du niveau débutant, c'est déjà un niveau médium. Voilà. Très bien, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas à poser des questions. N'oubliez pas que très prochainement, il y aura une vidéo sur Git et vous pourrez récupérer, je vous mettrai l'adresse pour récupérer ce code que j'ai fait pour vous, pour cette utilisation. Et pourquoi pas aussi m'indiquer que peut-être dans mon code, j'ai oublié certaines choses ou que j'aurais mieux fait de faire comme ci ou comme ça. Peut-être que certains verront des choses plus judicieuses à faire. Incron, c'est pas le seul logiciel, c'est pas la seule façon de faire. On peut passer par systemdpatch, on peut passer par inotify. Il y a d'autres façons de faire. Si vous avez d'autres façons de faire et que vous voulez partager votre expérience, faites-le. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager. Merci et bonne journée, bon confinement.